Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. 1 heure d'émission tous les jours pour parler de ces enjeux avec plusieurs rendez-vous. D'abord le grand entretien, 26 minutes d'interview avec une personnalité qui compte dans la société française. Ce sera dans une vingtaine de minutes. Je recevrai la cofondatrice du SAMU Social, ancienne ministre, Dominique Versigny. Elle publie « J'ai rêvé d'un monde plus juste ». C'est aux éditions Flammarion. Mais d'abord, mon premier invité, Grégory Lebourg, qui est directeur environnemental Monde d'OVH Cloud. On verra comment mesurer et réduire l'empreinte carbone des data centers. Notre débat, il portera sur les conséquences et donc le coût de l'inaction selon le Boston Consulting Group. Jusqu'à 25% des bénéfices des entreprises à l'horizon 2050 sont menacés par les risques matériels du changement climatique. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Delivrone qui livre des produits par drone aux établissements de santé. Voilà pour les titres. C'est parti pour ce Smart Impact. Le premier invité de ce Smart Impact, c'est Grégory Lebourg. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes directeur environnemental Monde d'OVH Cloud. Tiens, directeur environnemental Monde, je vous avoue que je me suis demandé ce que ça regroupait. Quelle est votre mission au sein d'OVH Cloud ? La mission est assez simple, en fait. C'est d'abord de quantifier l'impact environnemental de nos activités. Clairement, on peut régler un problème que si on le mesure de manière fine et précise. Donc, il y a un gros travail, en fait, de ce qu'on appelle le reporting, pour être capable d'analyser sous tous les fronts, puisqu'en fait, l'impact environnemental d'une activité, elle est profondément multicritère. Donc, ça va être l'usage de l'eau, l'usage des ressources naturelles, l'usage de l'énergie, et de quantifier le plus précisément possible l'activité d'OVH Cloud aux bornes de son activité mondiale. Puis après, bien sûr, l'idée, c'est de réduire cet impact environnemental, donc de définir une politique avec des trajectoires à court terme ou moyen terme, où on va effectivement réduire l'impact environnemental de l'activité cloud. Et donc, c'est de le transformer en programme précis, en fait, en projet très précis. Ouais. Avec un outil qui s'appelle l'Impact Tracker environnemental. Comment ça fonctionne ? C'est quoi cet Impact Tracker ? Alors cet outil, en fait, c'est la deuxième génération qui fait suite en fait, au lancement d'un outil qu'on avait appelé la calculatrice carbone. Donc on a lancé il y a à peu près 2 ans. On parle souvent en fait, de l'empreinte carbone des activités. Donc là, on est vraiment sur ce champ-là. Donc les émissions de gaz à effet de serre aux bornes de l'entreprise. Mais finalement, ces chiffres macro aux bornes de l'activité de l'entreprise sont assez abscons pour le client. Ce que le client veut savoir, c'est globalement l'usage des services cloud que j'ai souscrits, que ce soit des capacités de calcul, des capacités de stockage, quel est l'impact réellement, mensuellement, annuellement. Donc l'idée est de dériver ces gros chiffres à l'échelle des services utilisés par un client. Donc c'est plus fin, si je comprends bien. C'est beaucoup plus fin. C'est beaucoup plus fin et c'est très intuitu, personné. C'est vraiment fonction des services qui ont été souscrits par les clients, de la fréquence avec laquelle ils les utilisent et du volume aussi de données qu'ils stockent, du volume de calculs qu'ils font. Donc c'est extrêmement précis. Et surtout, l'idée de l'impact tracker a été de faire évoluer cet outil pour le rendre justement multicritère. On s'est adressé à la mère des batailles, qui est le réchauffement climatique, en essayant d'objectiver les émissions de gaz à effet de serre. Mais il faut aussi traiter des sujets comme les ressources minérales, ce qu'on appelle les ressources abiotiques, non vivantes, donc les minerais, les métaux dont on a besoin dans notre industrie, mais également l'usage de l'eau. Ouais. Est-ce que ces critères-là, les minerais, l'eau par exemple, ils étaient déjà intégrés à la calculatrice carbone ou pas forcément ? Non, ils ne l'étaient pas. Et pourquoi ça se fait en 2 temps ? C'est parce qu'encore une fois, l'idée, c'est quand on sort un outil de diagnostic comme ça, il faut se poser des questions de fond méthodologiques pour qu'il soit le plus précis possible, le plus robuste d'un point de vue scientifique. Et ça demande beaucoup de travail. Donc il y a toute une phase de maturation scientifique, à la fois pour modéliser l'impact et le dériver à l'échelle des services, mais aussi faire appel à des bases de données, de facteurs d'impact, de facteurs. Il y a eu les facteurs d'émission sur le front des gaz à effet de serre, eh bien il y a des facteurs d'impact sur les autres critères environnementaux et de s'assurer que ces bases sont les plus fiables possibles. Donc c'est clairement une demande de vos clients. C'est pour ça que vous avez upgradé la calculatrice précédente. Oui, c'est la conjonction de 2 facteurs. C'est d'abord la volonté de l'entreprise d'être extrêmement transparente. Ça, c'est vraiment dans l'ADN de l'entreprise, d'avoir toujours été... Depuis le début ? Depuis le départ. C'est vraiment une marque de fabrique de l'entreprise depuis sa fondation il y a 25 ans. Et encore une fois, l'entreprise n'a pas entendu l'arrivée d'un directeur environnement pour se poser des questions de frugalité et de réduction de l'impact environnemental. Ça fait vraiment partie du travail de fond, en fait, et les choix technologiques de l'entreprise, notamment le fait de refroidir les serveurs à l'eau en boucle fermée, participe en fait de cet effort-là. On y reviendra là-dessus parce que l'enjeu de l'eau est très important. Voilà, il y a une cohérence d'ensemble vue de l'entreprise. Mais il y avait quand même une pression de vos clients aussi, c'est ce que j'ai compris tout à l'heure. C'est pas assez fin, je veux savoir ce que moi je consomme pour pouvoir l'intégrer et ce que je réduis pour pouvoir l'intégrer à mon propre bilan. Et ce qui montre aussi la maturité à laquelle on est confronté côté client qui vont se servir de ça. Alors,
pour deux raisons. Bien évidemment, ils ont besoin de données aussi pour leur reporting. En tant qu'entreprise, ils ont aussi besoin de savoir quel est l'impact environnemental de leur activité. Et la partie informatique, la partie IT au sens large, fait partie des choses qu'ils doivent mettre dans leur bilan d'impact. Donc ils en ont besoin pour des raisons de reporting, mais ils ont aussi besoin pour des raisons d'action. Et c'est là où on rentre vraiment dans une phase très intéressante où les clients vont se saisir de ces résultats-là pour faire des arbitrages, choisir où mettre leur workload, ce qu'on appelle les workloads, donc où venir héberger leurs applications informatiques, voir aussi le type de service qu'ils doivent souscrire par rapport aux exigences d'applications dont ils ont besoin de performance applicative. Et c'est vraiment très intéressant de les embarquer, encore une fois, en leur donnant des informations les plus fiables possibles pour qu'ils fassent ce travail-là. Avec un défi qui est général pour tout le secteur. Si on regarde l'impact carbone des data centers, on évalue à 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, 6 à 10% de la consommation mondiale d'électricité. Alors, il y a les efforts qui sont faits. On réduit effectivement et on pense, je pense, aussi différemment le design de ces centres de données. Mais à côté de ça, on développe l'IA générative. Donc, cette explosion de l'IA générative et de l'usage par les citoyens, les consommateurs de l'IA générative, est-ce que ça annihile pas complètement les efforts faits par ailleurs? Alors, ce que vous écrivez là, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond, bien évidemment. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être un petit peu humble. On ne sait pas quelle sera la trajectoire. Il y a eu beaucoup de prospectives qui ont été mises et publiées, notamment par l'Agence internationale de l'énergie. Et si vous regardez le dernier rapport qu'ils ont émis en avril de cette année, on estime que l'augmentation d'ici 2030 sera de l'ordre de 500 TWh, donc d'énergie. Aujourd'hui, sur la partie, on va dire, data center au sens large, le cloud au sens large, on est globalement à 480 TWh. Ça correspond un petit peu à la consommation de la France annuellement, pour donner un peu une image. Mais cette même étude, il y a un an, disait qu'on serait à 2 fois plus. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans ces trajectoires. Il y a beaucoup d'annonces effectivement de data centers, notamment de gros data centers pour caler ces modèles d'intelligence artificielle que vous mentionniez, qui sont dans les tuyaux. On ne sait pas lesquels vont vraiment se matérialiser, lesquels vont être vraiment financés, vont réaliser. Et puis il y a le progrès aussi de l'algorithmie, le progrès des plateformes, des performances du matériel que l'on met dans les data centers. Donc il y a aussi des leviers technologiques, que ce soit software ou hardware, qui vont permettre de réduire l'impact. Les data centers, les centres de données d'aujourd'hui sont complètement, les nouveaux, complètement différents de ceux qu'on construisait il y a 25 ans. C'est-à-dire à quel point ils sont plus économes. On va parler de l'eau dans un instant, mais déjà en matière de consommation d'énergie. Alors oui, ils sont plus économe. C'est un fait. Aujourd'hui, un des indicateurs que notre industrie regarde, c'est un indicateur d'efficacité, un peu un indicateur de rendement, comme un rendement de moteur, sauf que là, c'est un rendement inversé, c'est ce qu'on appelle le PUE, le Power Usage Effectiveness. Ça, c'est le ratio entre l'énergie consommée par le data center divisé par l'énergie réellement utile, c'est-à-dire celle consommée par les serveurs. C'est un ratio au-dessus de 1. Et il est vrai que si on regarde les chiffres mondiaux il y a encore 10 ans, on était entre 1,8 et 2, donc très, très inefficace. Aujourd'hui, on est plutôt à 1,55 en moyenne mondiale. Par exemple, OVH, avec ses technologies de water cooling, est à 1,26. Donc on voit bien que certaines adoptions technologiques, notamment comme le refroidissement à l'eau, permettent d'aller gagner de l'efficacité. Et il se trouve qu'avec l'avènement de l'intelligence artificielle, on a à refroidir des systèmes qui sont très, très denses d'un point de vue énergétique, très énergivores. Et le refroidissement à l'air traditionnel des data centers, par salle climatisée, ne fonctionne plus. Donc on voit une adoption assez massive de ces technologies de refroidissement à l'eau, en circuit fermé, encore une fois. Et ça, c'est très très bien parce que ça va participer effectivement de l'optimisation globale du système. Comment ça marche, tiens d'ailleurs, ce free cooling, pour reprendre le terme anglais? Alors l'idée, c'est d'abord de capturer en fait la chaleur là où elle est émise, donc à sa source. Donc on va avoir dans un serveur, globalement, une grosse partie de la chaleur est émise par le CPU ou le GPU, quand on parle notamment de plateformes pour l'intelligence artificielle. Donc là, on va mettre une sorte d'interface, de water block, c'est le terme anglais, qui va permettre en fait de faire circuler une petite boucle d'eau en circuit fermé, qui va venir par conduction capter les calories émises par ce processeur. Puis après, il y a le reste en fait des composants qui vont aussi chauffer. Et là, on met un flux d'air à travers le serveur qui va être récupéré à l'arrière de la baie qui héberge les serveurs pour être échangé de nouveau avec une deuxième boucle d'eau. Et finalement, c'est un fluide caloporteur, l'eau qu'on utilise, pour ramener toute cette énergie thermique à l'extérieur du bâtiment et après soit la dissiper dans l'air ambiant, ou soit venir la revaloriser par interconnexion sur un réseau de chaleur fatale, par exemple. Mais alors justement, ces interconnexions, qu'est-ce qu'elles représentent aujourd'hui? Est-ce qu'on est à un pourcentage infime? Parce que là, il y a un potentiel
de synergie entre les data centers et leur environnement qui est quand même assez génial. Oui, il y a un potentiel important. Et dans les faits, le raccordement au réseau de chaleur, par exemple, la valorisation de la chaleur fatale, comme on le dit dans notre industrie, est assez faible. Alors, il y a des contraintes réglementaires qui ont été mises en place, notamment par la Commission européenne, pour donner un certain nombre d'indicateurs, et notamment le taux de réemploi de chaleur fatale fait partie des indicateurs que l'on doit suivre dans la filière, et des objectifs aussi, dans certains États membres, pour augmenter ce taux de réemploi de chaleur fatale. Donc, déjà, il y a un cadre réglementaire qui va pousser la filière à y arriver. La grosse difficulté n'est pas la collecte de ces calories. La grosse difficulté est la température à laquelle on est capable d'échanger ces calories. C'est beaucoup d'énergie thermique, mais à une température très faible. Donc, dans un usage de réseau de chaleur, il faut augmenter cette consigne de température. Et donc, entre les deux, il faut mettre ce qu'on appelle une pompe à chaleur, qui est d'abord un investissement très important d'un point de vue financier, mais également qui va avoir besoin d'énergie. Qui va elle-même consommer de l'électricité. Exactement. D'accord. Donc, il y a tout ce bénéfice-coût par rapport à la circularité que l'on recherche en réemployant cette énergie à regarder. Et force est de constater que la plupart des projets n'aboutissent pas. Mais c'est en train de changer. D'accord. Un dernier mot sur l'eau, parce que le système de refroidissement, vous dites en circuit fermé, ça veut dire que vous réussissez à minimiser la consommation d'eau de vos data centers? Alors rappelez-vous, il y a deux phases en fait dans cette histoire. Il y a la phase de capture, de collecte des calories qui là se fait en boucle, bien sûr en circuit fermé. Et donc le travail finalement d'un acteur comme nous est de maintenir la qualité de l'eau dans ces circuits pendant 15 ans, ces conditions physico-chimiques, etc. Et puis après, il y a la dissipation des calories avec l'air extérieur. Quand on va dissiper les calories avec l'air extérieur, pour justement gagner en efficacité énergétique, on va utiliser ce qu'on appelle du refroidissement évaporatif. Et c'est là qu'on va utiliser un peu d'eau en circuit ouvert. On va venir utiliser en fait l'évaporation de l'eau pour aller gagner en fait de l'efficacité énergétique. Et c'est là où notre filière utilise de l'eau. D'accord. Merci beaucoup Grégory Lebourg et à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre débat. Peut-on calculer le coût, les conséquences de l'inaction climatique ? Les conséquences, le coût de l'inaction climatique, voilà le thème de notre débat avec Frédéric Samama. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes chef du développement stratégique chez Sustainable One, l'entité de SP Global dédiée à la durabilité. Et puis vous publiez Archéologie de l'inaction, c'est aux éditions Herman, avec une édition en anglais à venir dans quelques semaines. On est également en duplex avec Daphné Chamart-Terling. Bonjour, vous êtes responsable transition écologique juste au Secours catholique Caritas France. Bienvenue à vous aussi. Je voudrais commencer par une question vraiment simple, Frédéric Samama. L'inaction, comment vous définissez l'inaction ? Parce que je vais être très honnête avec vous, moi j'ai l'impression que ça bouge quand même et que je reçois des entreprises, des représentants d'entreprises ici qui font évoluer leur modèle et qui ne sont pas dans l'inaction climatique. Et ils ont raison. Ils ont raison, c'est qu'il y a une action. S'il n'y avait pas d'action, on serait sur une trajectoire à 3,5, 4 degrés. Et il y avait un rapport qui était sorti, qui était que sur cette trajectoire-là, à la fin du siècle, il y avait 4 à 5 milliards de personnes qui étaient en danger de mort. En gros, les personnes qui étaient en Amérique du Sud, Amérique centrale, sud des États-Unis, l'Afrique, l'Inde, l'Indonésie, ainsi de suite. 4 à 5 milliards de personnes s'il y avait eu une trajectoire, j'allais dire, comme qui reflétait le passé. Donc ça, on n'y est pas. Donc oui, il y a une action. Le problème, c'est que cette action, elle n'est pas du tout suffisante pour atteindre les 1,5 degrés d'augmentation des températures par rapport à l'ère pré-industrielle, qui est l'objectif du GIEC. Pour garder cet objectif raisonnable, sachant que déjà les conditions ne seront pas sympathiques, on aura déjà des vagues de chaleur, un manque d'eau, des typhons, et ainsi de suite, il nous reste actuellement 3 ans de budget carbone au rythme actuel. Voilà, vous seriez pour dire que... effectivement, et on va se poser la question des raisons pour lesquelles, c'est ce que vous analysez dans votre livre, on n'arrive pas collectivement à aller plus vite. Il y a cette COP30 qui se prépare, qui se tiendra au Brésil, à Belém, à partir du 10 novembre. Daphné Chamart-Terling, je me tourne vers vous parce que vous êtes en train de préparer votre participation à cette COP30. Est-ce que vous y croyez encore ? Vous en attendez quoi ?
Bien sûr, on y croit encore puisque on sait que les États sont aussi capables de prendre des engagements. La COP30, c'est, on l'espère, un tournant décisif puisque c'est les 10 ans de l'accord de Paris et donc les États sont attendus pour retravailler, pour présenter des copies justement qui sont suffisantes. C'est un peu un test de crédibilité. Est-ce qu'on va réussir à passer des promesses de l'accord de Paris en plan concret? On y croit aussi parce que c'est aussi l'occasion de travailler sur l'adaptation. Ça a été dit, hein, bien sûr, malheureusement, les conséquences du changement climatique sont là et on observe au Secours catholique qui touche en plus en priorité les plus précaires. Donc, bien sûr, l'atténuation, c'est la première mesure pour s'adapter. Mais il va falloir aussi qu'on finance l'adaptation au changement climatique, prendre en compte les pertes pour les personnes les plus vulnérables. Et donc, on y croit parce que c'est l'occasion de travailler sur ces sujets-là. Et puis, rappelons-le, la COP30, vous l'avez dit, elle est à Belém. Belém, c'est les portes de l'Amazonie, c'est un lieu qui est hautement symbolique. Et donc, c'est un lieu aussi où on a une société civile qui est forte et des acteurs en présence qui portent ces questions-là parce que la déforestation, les conflits sociaux autour des usages de la terre et bien sûr, les impacts du changement climatique sont très visibles. Et donc oui, on y croit encore et il faut, sinon on baisserait un peu tous les bras. Évidemment, personne ne veut baisser les bras ici. Vous allez d'ailleurs notamment porter la voix des peuples autochtones amérindiens de Guyane. Je vous demanderai de nous en dire un mot tout à l'heure. Quelques chiffres donnés par le Boston Consulting Group qui nous dit qu'entre 25 et 25%, alors la fourchette elle est large, des bénéfices des entreprises d'ici 2050 sont tout simplement menacés par les risques matériels du changement climatique. Sans action décisive, le produit intérieur brut mondial pourrait perdre jusqu'à 22% de sa valeur. Alors là, on va plus loin d'ici 2100. Et pourtant, Frédéric Samama, c'est ce que vous dites dans votre livre, on n'agit pas suffisamment, ou en tout cas pas assez vite, pas assez fort. Pourquoi? Comment ça s'explique? Oui, merci de cette question, parce que ce livre est parti de cette question à laquelle Jean Jouzel fait écho aussi, parce que, comme vous l'avez rappelé, il a eu la gentillesse de faire la préface. Le livre pose cette question très simple, qui est de dire, sur le climat, on sait depuis 50 ans, et de façon totalement évidente depuis une dizaine d'années, aussi bien pour les chefs d'État que pour les êtres humains. Il n'y a pas un être humain sur la planète qui n'a pas subi une vague de chaleur, un manque d'eau. Ok, alors le constat, on le connaît, on l'a déjà fait. Pourquoi on n'arrive pas, nous, intellectuellement, collectivement, à faire bouger les choses? Je réponds, mais je veux bien, parce que le temps file vite. je vais parler plus vite. Le constat, c'est une crise qu'on a créée nous-mêmes, et c'est une crise qui nous menace. Ouais. Et donc, en effet, c'est très étrange. C'est d'autant plus étrange que sur le Covid, on y est arrivé en 2 ans. Le passage à l'an 2000, on s'en souvient, on nous annonçait les pires catastrophes, on s'est mis en ordre de marche, on y est arrivé. La couche d'ozone, on allait tous mourir d'un cancer de la peau, on y est arrivé. Donc pourquoi sur ce problème-là, on cale et pas sur les autres? C'est une question relativement intéressante. Et la théorie du livre, c'est de dire, allons chercher au plus profond des mécanismes des sociétés. Et pour cela, mobilisons les sciences cognitives les plus récentes. Et les plus récentes disent qu'en gros, on passe notre temps à faire des lois à partir d'observations. Je ne vais pas être trop long, mais quand vous étiez petit, vous aviez un yaourt, et puis tout d'un coup, vous avez observé que quand la table était touchée, hop, le yaourt se mettait en mouvement. Et vous avez observé que c'était la même chose pour la tétine du chien, la balle, enfin votre tétine, la balle du chien, ainsi de suite. Et donc, vous établissez des lois à partir d'observations. Vous mettez un rat, je ne vais pas être long, un rat dans un labyrinthe avec un morceau de fromage, il se perd, il ne sait pas où est le fromage, il écrit sa loi progressivement, et puis tout d'un coup, il dit, tiens, droite, gauche, il y a toujours du fromage. Et il devient certain de trouver le fromage à cet endroit. Et la théorie du livre dit qu'on aurait peut-être eu 2 moments fromage dans l'histoire de l'humanité. Le premier avec l'agriculture et la science moderne, où on accède aux ressources naturelles, et avec le néolibéralisme et la fin de l'histoire, et ainsi de suite, où on dit on peut accéder aux ressources humaines, c'est-à-dire le salarié chinois sans protection sociale. Et comme les bulles financières, on est dans ces bulles de succès, parce que ça a fonctionné, mais le propre du succès, c'est comme le rat dans le labyrinthe, on arrête d'explorer, on arrête de mettre à jour nos modèles. Donc on reste sur un modèle qui est finalement ancien, qui a fonctionné mais qui ne fonctionne plus. Et le prix, exactement. Et il a fonctionné, et le prix à payer, c'est qu'on est dans la surconfiance.
et que là, on a un problème où le signal est encore assez faible, donc on a du mal à actualiser. Malgré les événements climatiques extrêmes. Oui, parce que comme la bulle financière, vous savez, dans une bulle financière, il y a 3 siècles, on pouvait avec une tulipe acheter 2 maisons. Mm. Vous pouviez taper sur l'épaule de la personne et lui dire, mais non, une tulipe, ça vaut pas des maisons. Il est pris dans sa bulle, il ou elle est pris dans sa bulle. Donc c'est vraiment un phénomène cognitif qui est effectivement intéressant à décrire et à détailler dans la lecture de votre livre, dont je vais rappeler le titre, Archéologie de l'inaction. Daphné Chamarterling, il y a donc cette voix des peuples autochtones amérindiens de Guyane que vous allez porter. Au-delà d'eux, le constat, c'est que les conséquences de l'inaction climatique aggrave les injustices, c'est ce que vous portez comme idée? Oui, bien sûr. D'une part, il est important de se rappeler que les plus précaires sont aujourd'hui ceux qui sont les plus touchés par les conséquences du dérèglement écologique. Ce sont eux qui vivent dans les logements mal isolés qui se transforment en bouilloire thermique pendant les canicules. On l'a vu aussi à Mayotte, tous les habitats informels qui ont été dévastés. On a aussi tous les paysans, que ce soit partout dans le monde, en Tunisie, au Brésil, qui ne peuvent plus cultiver leurs terres à cause de la sécheresse. Et donc, la pauvreté rend plus vulnérables au changement climatique. Ce qui fait aussi que même si on est tous concernés, eh bien, les plus précaires, eux, auront plus de difficultés à s'adapter. Et puis, d'un autre côté, c'est un cercle vicieux parce qu'on voit que quand il y a un choc climatique, c'est le cas en Guyane, mais pas que, eh bien, en fait, les personnes qui étaient sur un fil ou qui sont déjà dans la pauvreté basculent. Pourquoi? Parce que on l'a vu dans le Pas-de-Calais, des personnes que nous, on a accompagnées, qui ont perdu leur maison avec les inondations et qui n'ont pas les moyens de s'en racheter une, ou simplement, en fait, après un choc climatique, ce qu'on observe, c'est une augmentation des prix de la nourriture, des produits de base, et une explosion des prix qui fait que les personnes ne peuvent plus les payer. Et donc, on est vraiment dans ce cercle vicieux où à la fois les changements climatiques touchent davantage les plus précaires, et en plus, le changement climatique aggrave et peut même engendrer des nouvelles formes de précarité. Et donc, vous êtes en train de préparer un rapport d'entretien avec justement des citoyens d'un peu partout, hein, qui sont directement touchés par les impacts du dérèglement climatique à travers le monde. Quel est l'objectif, quel sera l'objectif de ce rapport? Pour nous, le premier objectif, c'était déjà de montrer que le changement climatique, il est déjà là et qu'en fait, c'est un impact très concret dans la vie des personnes. Et que finalement, qu'on vive dans le Pas-de-Calais ou en Honduras, eh bien, quand on doit faire face à un choc climatique, et qu'on est plus vulnérable, eh bien, ce sont forcément des conséquences. Pas simplement quand on a une inondation ou un cyclone, mais c'est vraiment des conséquences sur le long terme. Et c'est ça aussi qu'on veut montrer, ce besoin en fait d'accompagner les personnes. Tant quand il y a l'événement qui se passe, mais aussi en fait quand il s'agit d'accompagner les personnes dans l'accès aux droits, dans essayer de retrouver une vie normale quand je ne peux plus exploiter la terre, quand ma maison a été dévastée. Et puis, ce qu'on cherche aussi à mettre en évidence, parce qu'au Secours catholique, ce qu'on veut vraiment, c'est partir de la parole des personnes. On a interrogé 150 personnes, donc partout dans le monde et en France. Et ce qui revient énormément aussi, c'est l'impact mental des changements climatiques et des chocs climatiques. Ça, on a un peu tendance à l'oublier. Mais quand on subit un cyclone, mais aussi quand on doit vivre plusieurs semaines dans des logements en pleine canicule, eh bien, ça a un impact sur la santé mentale des personnes. Et ça, il va aussi falloir l'accompagner. Un dernier mot, Frédéric Samama, c'est si on esquisse une solution, évidemment en 1 minute 30 ça va être difficile, mais le premier levier à activer, c'est quoi pour vous? En 1 minute 30, on a essayé plein de leviers. On a essayé le message catastrophique, l'ours sur le banquis, ça marche pas. On a cherché l'homme d'État providentiel, on l'a pas trouvé. Ce qu'esquisse ce livre, c'est de dire, essayons un signal, une représentation qui nous réveillerait, qui nous sortirait de notre bulle. Et là, ce qu'on observe, c'est que les astronautes, quand ils sont dans l'espace, et c'est pas des gens sélectionnés pour être des grands poètes, c'est des gens sélectionnés pour la tête en bas, sans oxygène, continuer à réagir correctement. Ils disent tous la même chose. Quand ils voient la planète depuis l'espace, ils disent « elle est belle, fragile et vivante ». Et notamment sur la fragilité qui activerait un mécanisme de responsabilité qui est ancré dans notre ADN. Nous sommes la seule espèce animale
qui avons une asymétrie par rapport aux plus vulnérables, c'est que nous devons nous en occuper. Parce que le bébé humain naît prématuré par rapport au bébé éléphant, girafe, ainsi de suite. Et donc, on a codé ça en nous. Nous devons nous occuper du plus fragile. Et donc, quelqu'un comme Pompidou disait aussi en 70, quand je vois la planète depuis l'espace, elle est belle et fragile, et donc, je dois m'en occuper. Et l'idée, c'est en effet d'activer ça à l'école, dans des tas de courroies de transmission, pour amener cette responsabilité, et de là une sociabilisation avec la nature, et avec la sociabilisation avec la nature, redécouvrir aussi une sociabilisation entre nous, les êtres humains. Merci beaucoup et merci de vous être adapté au format de ce débat. Je rappelle le titre de votre livre, Frédéric Savama, Archéologie de l'inaction, c'est aux éditions Hermann. Merci également à Daphné Chamard-Terling qui était avec nous en duplex. À bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre grand entretien. C'est la rubrique Prêt pour l'impact. C'est le grand entretien de ce Smart Impact avec Dominique Versini. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes cofondatrice du SAMU Social, première défenseur des enfants, ancienne ministre de Jacques Chirac et aujourd'hui adjointe d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Et vous publiez ce livre « J'ai rêvé d'un monde plus juste ». C'est aux éditions Flammarion. On va évidemment s'appuyer sur les souvenirs. C'est un livre assez personnel que vous décidez de partager avec nous. Mais d'abord, l'actualité. L'actualité, ce sont ces chiffres donnés par l'UNICEF et la Fédération des acteurs de la solidarité. Ils ont été publiés il y a quelques jours, à la toute fin de ce mois d'août. Au moins 2159 enfants, dont 503 enfants de moins de 3 ans endormis à la rue. Alors c'est une nuit, la nuit du 18 au 19 août en France, sont des chiffres qui s'aggravent, plus 6% en un an. Déjà une question générale, comment vous l'expliquez, la persistance ou l'aggravation de ce phénomène ? Alors, de deux manières. Comme vous le savez, historiquement, lorsqu'on a créé le SAMU Social de Paris avec le docteur Xavier Emmanuelli, c'était pour les grands clochards. Donc, c'était des hommes à la rue, très clochardisés. Et puis, à partir des années 2000, on commençait à arriver des familles venues d'ailleurs, donc des familles migrantes. Ouais. Et ça s'est vraiment aggravé avec la crise de l'accueil des réfugiés en 2015. Et ça n'a pas cessé depuis. Alors, il faut dire que jusqu'il y a à peu près 1 an ou 2, jusqu'il y a 2 ans, le SAMU social arrivait tous les soirs à mettre toutes les familles à l'abri. Parce que quand même, un enfant, c'est une urgence. Bien sûr. Et puis c'est insupportable collectivement de se dire qu'il y a des enfants qui dorment à la rue. Il faut mettre tout le monde à l'abri, mais quand il y a des femmes enceintes et des enfants, et ces dernières années, parce que la mise à l'abri en urgence est une compétence de l'État, sauf pour les femmes enceintes isolées et les femmes isolées avec enfants de moins de 3 ans. C'est la loi. D'accord. Les lois sont parfois absurdes, mais parce qu'elles étaient faites à une époque où il y avait des jeunes femmes qui étaient enceintes et qui étaient rejetées de leur famille, etc. Elle n'a pas été construite à une époque où sont arrivés autant de flux de personnes de l'étranger. Et donc, c'est l'augmentation du flux qui fait qu'aujourd'hui, le SAMU social n'y arrive plus. Oui, parce que le SAMU social accueille, par exemple, 50 000 personnes en famille, qui sont des familles avec enfants, à l'hôtel. Donc, l'État est en charge de cette mise à l'abri et jusque-là, l'État finançait les chambres d'hôtel. Le SAMU social est un peu arrivé au bout du nombre de places aussi possible et il envoie des gens à l'autre bout de l'Île-de-France. Et donc, les services de l'État, préfecture de région, en charge de l'hébergement, ont donné comme consigne à l'État, et c'est là que c'est un très grand problème, je dirais, moral, de ne prendre en charge les femmes enceintes que si elles sont dans le 8e mois et de ne prendre en charge les familles avec enfants que si les bébés ont moins de 3 mois. Ça veut dire qu'un bébé de 4 mois peut dormir dehors. Pris en charge. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont pris en charge, qui sont scolarisés et qui dorment dans la rue. Et pour cela, alors au niveau ville, on ouvre des gymnases. Alors un gymnase, c'est pas un lieu d'hébergement. Non, mais c'est dur. C'est une mise à l'abri. En urgence, on se dit... Mais ça ne règle pas le problème. Bien sûr. Mais alors, donc il y a quand même un lien que vous faites très clairement, que je n'ai pas forcément toujours entendu dans les articles ou les papiers de mes confrères d'ailleurs, quand ces chiffres de l'UNICEF sont sortis, entre l'immigration irrégulière et l'absence de prise en charge.
ça retire rien à l'obligation morale, à mon avis, de prendre en charge ces familles. Mais c'est parce qu'elles sont plus dans les radars du système, parce qu'elles sont en situation irrégulière, donc elles n'osent pas aller dans certaines structures. J'essaye de comprendre Alors, pourquoi il y a ça de marche tout. moins Il y a bien. des familles qui sont demandeuses d'asile, mais pour lesquelles il n'y a pas de place dans le dispositif de demande d'asile, le temps que les démarches pour savoir si elles relèvent du statut de réfugié ou pas. Il y a des familles qui ont été déboutées de l'asile. D'accord. Il y a des familles primo-arrivantes qui arrivent et qui essayent d'échapper à tous les radars, mais c'est de plus en plus possible. Parce que, bon, ça c'est très bien connu, il y a une politique de lutte contre l'immigration irrégulière qui est de plus en plus forte. Mais jusque-là, malgré la politique de lutte contre l'immigration irrégulière, les familles et les enfants ont toujours épargné. Et maintenant, moi je trouve qu'on atteint le fond en laissant des enfants et des femmes enceintes à la rue. Avec une dimension politique qui est claire, quoi, qui est le discours ambiant sur l'immigration et les clandestins. Et donc, une sorte de frilosité, de manque de courage politique, parce qu'on pourrait dire il faut les régulariser, ces familles. Alors oui, moi c'est ma position. Oui. Vous voyez, même Nicolas Sarkozy, quand j'étais défenseur des enfants en 2006-2007, il a fait une grande opération de régularisation parce qu'il était pragmatique. En les régularisant, ça permet de les sortir de l'hébergement d'urgence et ça leur permet de travailler et de rentrer dans le droit commun. Et tous les gens sont dans le droit commun maintenant, ils travaillent, les enfants. C'est plus possible. Non, ce discours-là ne passe plus du tout. Et moi, quand je dis, écoutez, il y a une solution, c'est qu'il faut régulariser. Au moins, par exemple, il y avait une circulaire Valls. Mais il n'y a pas. Alors, l'histoire de l'appel d'air, tiens, je veux bien vous entendre là-dessus, parce que c'est l'argument qu'on doit vous opposer à chaque fois. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Si on dit, tiens, on va régulariser les femmes avec enfants de moins de 3 ans, est-ce qu'il y aura un appel d'air? Je ne sais pas. Je sais que dans le monde entier, il y a des gens qui cherchent à fuir la guerre, la misère. Et donc, alors, la guerre, les tortures, etc., ça rentre dans le dispositif statut réfugié. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui sont en attente du dispositif de statut de réfugié ou des gens qui ont le statut de réfugié et qui sont à la rue également. Puis il y a des gens qui arrivent dont on ne sait pas encore où est-ce qu'ils se trouvent. Donc, il y a et il y aura toujours des mouvements de population. D'ailleurs, la plupart sont au sein de l'Afrique. Par exemple, en Afrique, il y a des pays, au Moyen-Orient, partout, qui quittent un pays, qui vont dans un autre. Nous, c'est très, très peu ce que nous avons. Par exemple, l'Allemagne, en 2015, a accueilli 1 million de personnes et on a régularisé 750 000. Nous, on a accueilli très, très peu. C'est 10%. Et ça a fait toute une montagne. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une parole assumée sur l'immigration irrégulière et que c'est très compliqué. Alors, voilà. Donc, moi, je pense qu'en tout cas, il y a une chose qui s'appelle, par exemple, la Convention internationale des droits de l'enfant, l'intérêt supérieur d'un enfant. Pour moi, un enfant qui va à l'école et qui est scolarisé et qui dort dans la rue le soir, c'est impossible. D'ailleurs, les gens, moi je parle de Paris parce que je suis parisienne, mais les familles parisiennes dans les écoles, elles se cotisent, elles leur payent des chambres d'hôtel, elles les accueillent chez eux. Le nombre de gens de la société civile qui se disent on ne peut pas laisser cette femme enceinte dans la rue ou cet enfant qui est le petit camarade du mien, et quand le mien va goûter et rentre au chaud, l'autre il dort derrière la gare de l'Est ou la gare du Nord, c'est intolérable. Moi je dis quand même que les enfants, et c'est bien que la présidente de l'UNICEF ait pointé ça, parce que comme c'est l'UNICEF, ça a plus de force que quand c'est un politique qui le dit. Oui. Voilà. Parce que je le rappelle, vous êtes adjointe à Anne Hidalgo à la mairie de Paris. D'ailleurs, vous ne vous représentez pas non plus aux prochaines élections? Non, parce que j'ai fait 2 mandats, donc 12 années. Donc c'est bien. Et je considère que j'ai apporté ma part et que c'est aux générations à venir de poursuivre. Parce que l'actu, elle est aussi politique, c'est la chute probable du gouvernement Bayrou le 8 septembre prochain. Tiens, vous seriez député, vous voteriez la confiance ou pas? Bon, j'avoue que vous êtes la première personne à me poser cette question, mais je comprends que les partis ne veuillent pas voter la confiance. En plus, ils demandent la confiance, mais il sait bien que c'est quand même un peu délicat. Donc alors, moi, je connais bien François Bayrou. C'est un centriste, démocrate, chrétien, etc. Il est porteur de beaucoup de valeurs. Mais je crois que, pourtant, c'est un grand connaisseur du monde politique. Mais là, si on braque tous les partis politiques, on ne peut pas avoir la confiance de l'Assemblée nationale. Mais il faut bien les faire, ces économies.
Oui, il faut les faire. Mais vous voyez, par exemple, c'est très ciblé sur les questions sociales. Ouais. Mais les questions sociales, de tout temps, ont été considérées comme accessoires. Mais maintenant, on n'est plus dans l'accessoire, on est dans l'essentiel. Quand on laisse des enfants dans la rue, on est dans l'essentiel. Et ces budgets-là, on ne peut pas les sabrer. Parce qu'en faisant ça, ils perdent la confiance de tous les acteurs de la solidarité, quels qu'ils soient. Ça va d'Emmaüs au Secours catholique, aux protestants, enfin tous ceux qui accueillent historiquement les gens à la rue. Et si on leur coupe les moyens, qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez, ça provoque une sorte de désespérance. Que Moi, vous sentez en ce moment là? Oui, ah bah Parce oui. qu'il y a déjà, Bah, il y a un découragement. avant même ce budget-là, il y a déjà eu un certain nombre de coupes dans des Oui. subventions avec beaucoup d'associations qui s'ouvrent. Oui, mais pas tant que ça, en fait. Ouais. Il y a Donc, des coupes et des rattrapages. d'accord. Mais là, c'est quand même très assumé. Et voilà, donc je pense que dans ces conditions-là, c'est assez difficile de pouvoir s'en sortir. Je reconnais que diriger un pays, c'est pas facile. Mais je crois qu'il faut s'accrocher à certaines valeurs qui sont plus là. Vous avez été secrétaire d'État chargé de la lutte contre Oui. la précarité et l'exclusion. C'était après la réélection de Jacques Chirac en 2002. C'est d'ailleurs la première personne que vous remerciez dans votre livre. Je voudrais bien savoir pourquoi. Parce que vous êtes plutôt une femme de gauche, donc... Oui, mais Jacques Chirac a énormément compté dans mon parcours. D'abord, lorsque Xavier Emmagnoli avait cette idée du SAMU social, tout le monde dut fermer la porte. Et nous sommes allés voir le maire de Paris. C'était en 94, vous savez, quand Balladur voulait être président et qu'il était mis de côté et qu'il était tout seul dans l'hôtel de ville. Et il s'est lancé, rappelez le caractère qu'il avait dans cette... il n'y aurait pas eu le SAMU social sans Jacques Chirac. Non, le SAMU social n'existerait pas sans Jacques Chirac. Jacques Chirac, déjà, la ville de Paris a toujours eu une politique sociale sous Chirac. C'était toujours très important et on n'était pas dans une époque où les questions d'immigration étaient aussi fortes et clivantes qu'aujourd'hui. Jamais, par exemple, moi quand je dirigeais le SAMU social, à un moment j'avais plus de place d'hébergement, je prenais un micro, vous m'auriez invité, j'aurais dit il faut que Jacques Chirac sache que le SAMU social qu'il a créé laisse des gens dehors. Et il m'aurait appelé 3 minutes après, Dominique, qu'est-ce qui se passe? Et il aurait donné des ordres au préfet d'ouvrir des places. Vous voyez, en revanche, en 2002, c'était une vraie question. C'est une autre époque. En 2002, donc 10 années ou 7-8 années après, c'est une vraie question. Jean-Marie Le Pen est au second tour de la présidentielle. Oui. Donc, et à ce moment-là, vous devenez secrétaire d'État. Est-ce qu'il y a eu, vous y restez quasiment 2 ans, 2 ans. à ce poste. Quel bilan vous en faites? Est-ce que vous dites, tiens, j'ai quand même réussi à faire bouger les lignes? Oui. Ou alors, bon, bah, c'est quand même la structure, l'administration, ou les contingences politiques, hein, parce que ça peut être ça aussi, font que j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais. Alors, déjà, vous le savez, quand on est dans un gouvernement, on ne fait pas tout ce qu'on veut. C'est vrai. Et en 2 ans, si on arrive à faire des choses, c'est formidable. Alors déjà, moi, j'ai pu mener tout ce que je voulais en matière de sans-abri à l'époque, augmenter énormément les places d'hébergement, enfin tout ce qu'il faut faire, gérer les plans d'urgence. J'ai développé tout le réseau des pensions de famille. Enfin, j'ai toujours été soutenue par Chirac et par Jean-Pierre Raffarin, d'ailleurs, qui était le Premier ministre. Voilà, et qui était un humaniste, un homme de droite, humaniste, centriste. Et j'ai même pu créer le dispositif d'accueil qui fait tant de bruit aujourd'hui pour les mineurs non accompagnés. Et j'avais été, avec Jean-Pierre Raffarin, visiter un centre. On avait fait une maraude et je revois Raffarin assis sur un trottoir parlant à un clochard. C'était complètement une autre époque. Les gens n'avaient pas peur d'exprimer de la sympathie ou de leur humanité. Voilà, c'était pas aussi flagrant. Et ensuite, moi, Chirac, il a créé le SAMU social. Il a fait de moi, qui venais de la société civile, une secrétaire d'État. D'abord Xavier Emmagnoli, puis moi. Et il a toujours été, par exemple, à l'époque, mon ministre de tutelle était François Fillon. Ah, c'était pas si facile avec François Fillon, si je me souviens bien. Voilà, et il voulait supprimer ou réduire l'accès à l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière. On en parlait déjà. De l'aide médicale d'État. Il y avait un décret qui était en attente, et moi j'ai dit, je suis désolée, moi je suis contre, si c'est ça, je reste pas. Et donc, finalement, Jean-Pierre Raffarin a annulé la publication du décret, parce que j'ai dit, les gens, de toute façon, si on ne les soigne pas, on les retrouve avec des pathologies aggravées. Ça coûte encore plus cher. Et vous voyez, le débat sur l'aide médicale d'État, il revient tout le temps. C'est un marqueur sur la question des réfugiés et des migrants. C'est leur santé.
Voilà, donc c'est mon bilan au bout de 30 ans. Mais moi, je trouve que j'ai pu faire beaucoup de choses. J'ai été toujours soutenue par Chirac et Raffarin, mais aussi parce que je venais de la société civile. Il y avait ce lien Mais- créé par le SAMU social. Mais Dominique Versini, vous avez aussi été défenseur des enfants, la Oui. première défenseur des enfants. Oui. Et en préparant l'émission, j'ai relu un certain nombre de témoignages ou d'interviews. Et il y en avait une notamment où vous disiez que vous étiez sorti de ces 5-6 années en parlant 5 années d'affrontement avec l'exécutif. Et vous dites, Oui. j'en suis sorti lassé ou fatigué. L'exécutif, en l'occurrence, c'était Nicolas Sarkozy, Mais oui. François Fillon. Donc c'était quoi? C'était une autre façon de penser la politique chez eux ou une autre façon de penser les questions de précarité ou de protection des enfants? Parce qu'on se dit, c'est une cause, Alors, Fillon, c'est une cause générale, quoi. oui, Fillon, c'était 2002-2004. Donc Ouais. après, j'ai été défenseur des enfants en 2006. Après, Ouais. Sarkozy, autour de ces années-là, a été président de la Mais République. oui, et Fillon, et François Fillon, Premier ministre. Oui. Alors, lui, le problème était que Sarkozy, on avait marre d'entendre toutes ces autorités indépendantes. Vous vous rappelez, la HALD, la Haute Autorité, Ouais. la lutte contre les services, la défense des enfants. Tout le monde disait, mais vous respectez pas bien les enfants, Ouais. les droits des enfants handicapés, les droits de ceci, les droits de cela. L'autre disait, mais les discriminations, vous faites pas assez. Il en avait ras-le-bol. Et donc, il a dit, je vais tous les supprimer. Ok. Je caricature. Ouais. Et je vais créer le défenseur des droits, qui, c'est vrai, aujourd'hui, a pris sa place. Et vous, comme défenseur des enfants, là aussi, est-ce qu'il y a des zones dans lesquelles vous n'avez pas pu intervenir? Je pense à ça avec l'affaire Bétaram, le Notre-Dame de Bétaram, Oui. qui a marqué tout le début de cette année 2025, et la question de l'enseignement privé, des internats dans ces enseignements privés, et tout ce que ce scandale révèle. Est-ce que c'était une zone inaccessible pour une défenseur des enfants? Non, comme c'est-à-dire vous? qu'à l'époque, les défenseurs des enfants ou la défenseur des droits, aujourd'hui, n'agissent qu'à partir des réclamations qu'ils reçoivent. Ouais. Et sur ces questions de violence sexuelle, etc., on recevait peu de réclamations. À ce moment-là, les principales réclamations qui arrivaient concernaient les mineurs non accompagnés, les mineurs isolés, qui étaient déjà pas bien vus, si je puis dire, mais dont certains sont quand même des enfants et qu'il faut protéger. Les enfants handicapés, là, la France a fait beaucoup de progrès. Et on n'avait pas du tout... c'était quand même un tabou, la question des violences sexuelles. Et c'est très récent, c'est avec le MeToo inceste, Oui. plus récemment, qu'on a eu accès à... Donc, vous ne pouviez pas vous saisir parce que la parole ne s'était pas libérée, si je comprends bien, ou pas suffisamment libérée. Oui, je Ouais, pense c'est que ça. la parole était... D'ailleurs, elle l'explique très bien, la fille de François Bayrou, elle dit, on n'osait pas dire à nos parents, on avait peur. Et donc, c'est très récemment, c'est les combats féministes, le MeToo inceste, etc., qui ont fait que pendant cette période du Covid, on est tombé sur la tête avec tout ce qui est arrivé. Et pour parler de l'enseignement public, enseignement privé, tous les signalements arrivent, par exemple pour les enfants victimes de maltraitance, des établissements publics, et les établissements privés ne font jamais de signalement. Vous voyez, c'est quand même très intéressant. Et donc, mais maintenant, aujourd'hui, et moi, je travaille beaucoup je continue dans mes fonctions à diffuser la connaissance des droits des enfants en direct aux enfants eux-mêmes dans les écoles. Oui. Et il commence à y avoir, Alors, vous voyez, ça, je trouve ça intéressant parce que c'est l'un des leviers d'action pour vous, le fait de devoir développer une culture des droits de l'enfant en Oui. France. C'est quoi? C'est des messages publics, c'est de la Oui. formation des enseignants, c'est des heures consacrées à ça auprès des enfants dans les écoles? oui. D'ailleurs, je vais bientôt faire une intervention auprès des futurs enseignants Oui. de l'école nationale l'INSPE, qui forme les futurs enseignants, et je vais leur faire une formation sur qu'est-ce que la Convention internationale des droits de l'enfant, qu'ils en aient la connaissance, qu'ils connaissent les numéros utiles auxquels ils peuvent s'adresser et les procédures. En formant les adultes et les enfants, on arrive à faire éclore la parole. Et la culture des droits de l'enfant, alors pour le coup, c'est vraiment une politique qui coûte pas cher. Et moi, j'avais créé, quand j'étais défenseur des enfants, les ambassadeurs de la défenseur des enfants, et le défenseur des droits a conservé et ils ont des bataillons de jeunes en service civique qui vont dans tous les départements, dans les établissements scolaires, et qui expliquent aux enfants de quoi on doit les protéger,
à qui ils peuvent s'adresser. Par exemple, il y a le numéro 119 pour l'enfance protégée et il y a le 3018 pour le harcèlement et le cyberharcèlement, qui est qui sont les mots qui touchent le plus les enfants à l'école. Harcèlement entre eux, ça a toujours existé, renforcé par le cyberharcèlement qui peut harceler les enfants jour et nuit. Voilà, et donc, il y a un numéro, le 3018, on appelle, c'est gratuit, c'est un numéro national, etc. Et qu'ils connaissent aussi les procédures, qu'ils sachent qu'un enseignant, s'il sait qu'un enfant va pas bien, etc., a le devoir, tout professionnel et tout citoyen doit faire un signalement pour si un enfant est victime de maltraitance. Et ce qui est très intéressant, que je constate maintenant, parce que je suis vraiment en charge des droits de l'enfant, je voulais faire le focus sur ça, c'est lorsque les enfants ont compris tout ça, les violences physiques, les violences psychologiques, les violences sexuelles, eh bien, on commence à avoir des paroles d'enfants qui émergent. Et donc, on peut les protéger plus tôt et les accompagner plus tôt. Parce que vous voyez, quand il y a eu la Civise, qui est cette commission avec le juge Durand, que le président de la République a nommé d'ailleurs, et puis qu'il y a eu la SIAZ que Jean-Marc Sauvé, l'ancien président du Conseil d'État, a fait sur l'Église. C'était sur l'Église. Eh bien, on a vu des gens mais de 50, 60, 70 ans qui racontaient ce qui leur était arrivé enfant, les viols, les incestes. Et ils n'en avaient jamais parlé à personne. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, on pourrait mieux protéger les enfants. Ça coûterait pas cher. Il faut des campagnes publiques. Ça coûte rien. Et puis, parler directement aux enfants, expliquer aux parents, accompagner les parents dans l'éducation de leurs enfants. Non, la violence n'est pas une méthode éducative. La lutte contre la pauvreté, contre la précarité, la défense des droits de l'enfant, les deux sont liés. C'est-à-dire que quand il y a plus de précarité, il y a plus de péril pour les enfants aussi, ou moins de droits pour eux. Alors ça, c'est très intéressant, parce que justement, c'est vraiment une question. Parmi les enfants qui sont placés, confiés par les juges à l'aide sociale à l'enfance, parce que victimes de maltraitance, etc., on constate que la plupart d'entre eux sont issus de familles migrantes, ou pauvres, très pauvres, vivant dans les HLM, etc. Alors, est-ce que ça voudrait dire que dans les beaux quartiers, les parents sont forcément parfaits ? En réalité, les services sociaux ont plus le regard sur les plus pauvres. Pourquoi ? Parce qu'ils reçoivent des aides sociales, donc ils sont plus regardés. Et dans les familles plus aisées, il y a d'abord plus de personnes autour, il y a des grands-parents, il y a des nounous, il y a des établissements, ils sont souvent dans des établissements privés desquels n'émergent pas des signalements. Mais par contre, ces familles-là, on les retrouve au moment des situations de divorce conflictuel. C'est à ce moment-là que ça sort. Oui, parce que les divorces se passent devant le juge aux affaires familiales. Et le juge aux affaires familiales, à un moment, n'en peut plus de voir ses parents qui n'arrivent pas à s'entendre sur les droits de visite, les droits de garde, etc. Et constate qu'il y a des violences. Et à ce moment-là, transfère le dossier au juge des enfants pour dire là, cet enfant, il est en danger dans ce couple. Et là, on retrouve des gens qui ne sont pas les gens habituels de l'aide sociale à l'enfance. D'accord. Je vais citer, et c'est lié évidemment à votre livre, Rêver d'un monde plus juste. Vous dites Rêver d'un monde plus juste, ce n'est pas naïf, hein, c'est nécessaire pour que nos sociétés puissent tenir debout demain. Et je lis cette déclaration finalement à l'efficacité de l'action publique. Parce qu'il y a beaucoup d'argent public dépensé depuis longtemps pour essayer de réduire les inégalités. Qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui ne l'est pas ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que vous avez ce regard, cette expérience pour dire il y a des choses qui marchent et d'autres moins bien. Qu'est-ce qui marche, par exemple, et qu'on pourrait dupliquer ou accentuer ? Alors, peut-être, si vous me le permettez, pour terminer sur les enfants, en France, un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. C'est énorme, tous les 5 jours. C'est insupportable. C'est insupportable. Moi, quand j'étais défenseur des enfants, je suis beaucoup allée dans les pays nordiques. Très tôt, ils ont mis en place une politique d'accompagnement des familles. Parce que éduquer, élever un enfant et tout, c'est pas inné. Ça s'apprend aussi. Et ils ont interdit les violences et accompagné les parents en créant un service public. Après l'accouchement, les parents peuvent aller dans les mairies, c'est gratuit, et en regardant un petit film. Bon, par exemple, qu'est-ce que je fais quand mon enfant fait une crise de nerfs ? C'est arrivé à tout le monde, dans un supermarché, dans la rue, à la maison, etc. Comment je gère ça ? En Suède, en Norvège et tout, il y a 0 enfant qui décède et il n'y a pas d'enfant placé. En France, il y a un enfant qui meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents et il y a 300, à peu près 50 000 enfants placés, confiés, protégés par la justice. Vous voyez, là, c'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites, c'est qu'il manque
des accompagnements parentaux, des politiques éducatives en direction des parents, parce que ça, c'est de la prévention. Et la prévention, ça coûte toujours moins cher que la réparation. Donc ça c'est pour moi, c'est un grand manque. Ce qu'on pourrait mettre en place. Oui. Est-ce qu'à l'inverse, il y a eu je sais pas, des systèmes mis en place qui servent à rien et dans lesquels on a perdu beaucoup d'argent? Vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce que vous vous dites, bah non, c'est toujours... Non, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Ouais. Mais pour moi, ce n'est pas assez ciblé parce que la prévention n'est pas prise en compte comme une priorité. Or, c'est comme dans le domaine de la santé. La prévention coûte toujours moins cher que la prise en charge santé qui peut coûter extrêmement cher. Donc, je pense que ça, c'est un maillon faible de nos politiques. Et il suffit d'aller dans les pays nordiques pour comprendre que ce qui est insupportable ne peut plus... Alors, ils ont mis 20 ans pour y arriver. Mais ils y sont arrivés. Donc, c'est possible d'avoir une société apaisée. C'est possible qu'il n'y ait pas d'enfants qui décèdent. C'est possible qu'il n'y ait pas d'enfants qui révèlent ou des gens qui révèlent à 60 ans en pleurant comme un enfant l'inceste ou les violences subies. C'est possible. Donc, c'est ni de droite ni de gauche. Ça, c'est universel. On termine là-dessus. Merci beaucoup, Dominique Merci Versini. beaucoup. Votre livre « J'ai rêvé d'un monde plus juste » est publié aux éditions Flammarion. Ce Smart Impact continue avec notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Smart Ideas avec Gauthier Dossi, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Delivrone. Vous l'avez créé en octobre 2021 avec Pierre Lebel. Et avec quelle idée? C'est quoi le point de départ? Racontez-moi. Point de départ, on est au Covid, donc début 2021. On travaille sur la livraison à domicile à ce moment-là. On a une étude Amazon dit 60 à 70% des colis dans le monde font moins de 3 kilos. Ok. On se dit, mais c'est pas... Voilà, il faut trouver d'autres solutions que d'utiliser des véhicules plusieurs tonnes pour transporter 3 kilos. Donc on arrive au drone assez rapidement. On met on met en place une démo. Et ce qui se passe, c'est on pensait que ce serait les restaurants, les chaînes de distribution rapide, enfin les grandes distributions qui nous contactent. Pas du tout. En fait, c'est un hôpital, le CHU de Secteur Rouen. de santé. Exactement, qui nous appelle et qui nous dit, bah voilà, nous, alors, si vous voulez transporter des burgers, ça ne nous intéresse pas. Par contre, si vous voulez sauver des vies, appelez-nous. Génial. Génial. Et donc vous vous concentrez sur les établissements de santé. Concentré sur les établissements de santé, on comprend les enjeux logistiques, il nous explique les enjeux d'urgence, les enjeux logistiques, et donc on se dit, bah voilà, oui bien sûr, c'est parti, on va utiliser les drones pour la santé. Alors vous en êtes où? Il y a eu une levée de fonds annoncée de 4 millions d'euros, on est 4 ans après la création. Vous travaillez avec qui? Est-ce qu'on livre déjà ces médicaments par drone aujourd'hui en France? On transporte des prélèvements biologiques et des médicaments interhospitaliers. En fait, on s'est rendu compte que quand on fluidifie une partie de la chaîne hospitalière, ça bénéficie sur l'ensemble de la chaîne. C'est-à-dire que ça permet de réduire le temps d'attente aux urgences, ça permet de redonner du temps patient. Ça permet de fluidifier et de faire en sorte qu'il y ait une efficacité plus globale au niveau de la santé et d'avoir des rendus pour le patient plus rapides. Du coup, on a mis 3 ans de recherche-développement, 50 000 km déjà réalisés en drone en France. On est le pays le plus avancé en Europe. Ok. Et donc, quand vous dites interhospitalier, c'est à l'intérieur du périmètre d'un centre hospitalier ou c'est entre centres hospitaliers? Encore mieux, entre centres hospitaliers. Entre centres hospitaliers. Okay. Je vous donne un exemple. On travaille notamment avec le GHT Somme Littoral Sud. C'est un groupement de territoire qui travaille avec le CHU d'Amiens en hôpital support. On a créé un couloir aérien qui fait 100 km entre Montreuil-sur-Mer, Aville et Amiens pour justement transporter les prélèvements biologiques plus rapidement entre les différents sites. Alors, effectivement, ça répond en partie à la question que j'allais vous poser sur les autorisations, parce qu'on ne fait pas voler des drones comme ça, n'importe où, n'importe comment. Non, donc c'est le préalable, en quelque sorte. Non, mais vous arrivez avec une idée de business, et puis ensuite, il y a la réglementation. Donc, comment vous jonglez avec les deux? Alors, la réglementation, elle existe. Il faut montrer que ce qu'on fait respecte, la réglementation, et 2, qu'on opère en toute sécurité. On a mis 3 ans pour y arriver, et c'est ce qu'on a réussi à démontrer. Et donc, aujourd'hui, on opère tous les jours des transports. Donc, les prélèvements biologiques, c'est principalement des prises de sang. C'est ça qu'on transporte tous les jours. Et donc, ça suppose d'avoir ce couloir aérien pour obtenir l'autorisation?
Ça suppose de demander la création du couloir. D'accord. Et après, le drone est autonome, supervisé, bien sûr, hein, mais autonome sur son parcours et capable de faire des allers-retours toute la journée. Bon, vous avez plusieurs pilotes de drones alors ça fait partie des métiers que vous avez intégrés à l'entreprise. Exactement. J'imagine, hein. Exactement. On a des superviseurs, télépilotes de drones. C'est aussi pour. Donc là, aujourd'hui, on travaille 15 GHT aujourd'hui, donc 15 centres hospitaliers. Il y en a 135 en France, donc il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et effectivement, on a levé des fonds pour accélérer le développement de l'entreprise et faire en sorte qu'on puisse servir le plus grand nombre possible d'établissements et de patients. Alors, on est en plein dans l'impact sociétal, hein, ça fait partie évidemment des thèmes dont on parle souvent, et environnemental. Alors, vous avez posé la question de votre impact environnemental ? On s'est posé très tôt l'impact environnemental. En fait, à la base, c'est quasiment l'idée de départ. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va rendre la livraison plus qu'on va verte. mettre moins de camions sur les routes, quoi. Exactement. Et du coup, le drone, donc on l'a fait chiffrer. On a utilisé un institut indépendant pour le faire chiffrer. Et le drone, parce qu'il pèse 25 kilos, versus une tonne et des brouettes pour une voiture, en fait, on a un impact de 95% de moins de CO2 versus une voiture sur l'intégralité de la chaîne. Avec des perspectives de développement, on l'a bien compris. Comment vous voyez où dans 5 ans là Toujours en France ou en Europe, partout en Europe? En Europe, effectivement. Notre bassin, effectivement, notre premier territoire, c'est la France. Effectivement, on travaille avec beaucoup de groupements hospitaliers de territoire. Mais on commence déjà à avoir des bonnes pistes sur d'autres pays européens. On se focus sur l'Europe, c'est vraiment notre focus. Mais effectivement, on commence à ouvrir des portes ailleurs. On vous le souhaite, Gauthier de Simonvent, à Delivrone. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je voudrais remercier et accueillir Nathalie Croiset, qui est la nouvelle coordinatrice éditoriale de l'émission et qui va travailler à côté d'Alexis Mathieu à la préparation. Elle est là. Programmation de ce Smart Impact. Merci et bienvenue. Et merci à vous de votre fidélité à la chaîne des affaires, à Be Smart for Change. Salut.